Donc, merci beaucoup à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire des rendez-vous SI Santé. Ce nouvel épisode sur la sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser son SI, que ce soit tant sur la partie poste de travail, les usages ou la partie cloud. Donc, en tant qu'intervenant, moi, qui suis donc responsable marketing chez Progelis, mais au-delà de ça, et plus important, Jean-François Béringuet, notre directeur des opérations Grand Sud et spécialiste sur la partie sécurité. Jean-François, Jeff, est-ce que tu m'entends? Oui, Lucille, je t'entends très bien et c'est Tu m'entends un bien? vrai plaisir de venir parler de la sécurité avec toi pendant ce webinaire. Et bonjour à tout le monde. Voilà, donc Jeff qui sera notre star du jour. N'hésitez pas à lui poser vos questions les plus difficiles. Je me ferai un plaisir de lui relayer et de le voir y répondre avec brio, évidemment, Si je peux. si on peut, au maximum, dans le maximum de ses possibilités. Un petit mot sur l'agenda du jour, Jeff? Alors, oui, un agenda où on va faire quelques petits rappels sur la situation actuelle. En gros, ouais, sur les nouvelles cyberattaques dont sont victimes la plupart des organisations. L'accroissement de ce type d'attaque depuis, on a enregistré un très très fort accroissement au dernier trimestre en 2019 et c'est pas fait pour s'arranger sur 2020. Ensuite, un petit rappel sur les bonnes pratiques, hein, parce que finalement, la sécurité déjà, si on se met à appliquer juste des bonnes pratiques, voire même c'est simplement du bon sens, on peut déjà commencer à se prémunir. Et puis après, on verra comment se prévenir les attaques, réagir, augmenter le niveau de sécurité, gérer les accès, tout ça avec quelques solutions fournies et proposées par Microsoft dans ses différentes suites. Et nous terminerons par, pour aller plus loin, ce que Progelis peut proposer en accompagnement auprès des organisations sous diverses formes, des workshops, des audits, des accompagnements utilisateurs et tout ce genre de choses. Ok, allez, c'est parti. Donc, sur le constat de la situation actuelle, tu nous disais qu'on a enregistré ces derniers mois et ces dernières années, je pense, une grosse poussée des attaques. Est-ce que tu as Tout à des fait, ouais, tout exemples à fait. pour nous? Voilà, donc là, ce sont quelques exemples. Je vous ai mis un petit lien. Ce sont des exemples de. Voilà, on a un lien sur le monde informatique qui nous montre tout ça. Il faut juste savoir que la plupart de ces exemples-là datent de fin 2019. Voilà, on retrouve quand même des très très grosses entités, hein, l'ONU, Bouygues, des villes comme Las Vegas qui a été attaquée. On se retrouve aussi typiquement avec Gosport. Le petit diagramme en bas à droite montre clairement que l'activité sur 2019, sur toute la partie malware, a subi un pic, hein, à partir de début 2019. Là, le diagramme, il s'arrête en mai. Mais si on l'avait jusqu'à la fin de l'année, les courbes seraient encore plus hautes. Ça, c'est une première chose. Juste petit focus sur la cyberattaque qui est en haut à gauche, concernant les opérateurs télécoms, où cette attaque-là, c'est quelque chose que l'on va rencontrer de plus en plus, qui a été une attaque qui a été faite sur un rythme très très lent. C'est-à-dire qu'en gros, les actions ont duré pendant à peu près 7 ans et globalement, les entités qui ont mené cette cyberattaque-là ont mené des opérations style une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, de manière à bien prendre leur temps et surtout ne pas être détectés. On verra tout à l'heure que maintenant, sur la sécurité, on met en place des algorithmes de machine learning qui sont capables de détecter de l'enchaînement d'opérations, mais on les détecte si ces opérations-là sont consécutives. Voilà. Or Ah, là, c'est une d'accord. attaque. Donc là, c'est en fait le fait que les attaques soient un peu dissimulées, pas régulièrement, faites un petit Voilà, peu comme ça voilà, très longtemps et du coup, ça se détecte pas. voilà. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des nouveaux types de menaces, hein, auxquelles il va falloir, on va être confronté et puis forcément, il va falloir se protéger. Mais donc quand même, les autres sont quand même très très récentes, hein. C'est Bouygues, ça date de cette semaine. C'est D'accord. Et alors, très du récent. coup, sur les menaces que je vois ici, j'en vois un peu de tout secteur d'activité, mais pas forcément sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et donc le secteur de la santé. On va Oui, peut-être. mais tu vas Mais cliquer pour oui, passer à je la slide clique, suivante. évidemment, je Voilà, clique. Je peux pas m'en empêcher. voilà. Alors effectivement, globalement, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux secteurs principaux qui sont la cible des cyberattaques. C'est le public, donc énormément de grandes villes, d'institutions, et
le domaine de la santé. Les chiffres sont assez parlants, hein. On voit que dans tous ces diagrammes, donc il y a 3 études différentes pour montrer qu'on va chercher des informations un peu partout. Mais à chaque fois, effectivement, on retrouve que le domaine de la santé, ça devient une cible privilégiée des cyberattaques. Alors, plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir du déni de service. Alors, même s'il faut être quand même assez, on va dire, ouais, pas grand-chose dans la tête pour aller cibler du déni de service Alors, dans un qu'est-ce milieu. qu'on appelle du déni de service, Jeff? Ah ben, le déni de service, c'est globalement, on peut plus travailler, quoi. Voilà, c'est tout le D'accord, que système tout est d'information bloqué, est on tombé peut par plus rien terre, faire. voilà. Et quand on voit que, par exemple, un service de réanimation complet peut être bloqué suite à une cyberattaque, bon, on imagine un petit peu les désagréments que ça peut causer, voire plus, hein. Donc, on a eu ce cas-là, on a eu le cas avec tout le système de médication complet du centre hospitalier. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, ça, c'est du déni de service, d'accord? Donc, hop, le service, il est coupé, je peux plus travailler. Ensuite, j'ai tout simplement aussi la fuite de données, le vol de données, parce qu'on a quand même des données, les données de santé, tout le monde les connaît. Voilà, donc ça, on dérobe, fuite de données et après exploitation de ces données là, on peut imaginer tout un tas de scénarios derrière. Voilà. D'accord. Donc, il faut Là, du savoir que. coup, sur le dernier trimestre de 2019, c'est quand même 20% des attaques qui sont sur le secteur de la santé, en fait, au Ah total. oui, 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 C'est oui, énorme. oui. On va voir que finalement, la santé, et en France en particulier, devient une cible bien, bien privilégiée de ces gens-là. Alors, voyons voir ça. Je pense que du coup, voilà, c'est ça sur la slide suivante. On avait donc quelques exemples ces dernières années des différentes attaques sur la France et sur des établissements de santé qui sont privés au public d'ailleurs. Peut-être que tu voulais nous parler des deux derniers qui sont les plus Oui, récents. alors bon, effectivement, donc vous comprendrez on cite pas les noms, mais forcément, ce sont des exemples qui sont parus dans la presse. Le plus parlant est quand même celui de fin 2019, où là, on est sur une attaque qui a paralysé complètement un centre hospitalier, hein, d'où le témoignage d'une des personnes de ce centre-là, qui en gros s'est dit, c'est comme si on s'était retrouvé en l'an 1, obligé de nouveau utiliser papier, stylo pour pouvoir faire les entrées, les prescriptions et ainsi de suite. Donc ça a duré, je pense que ça a duré à peu près 48 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, ce centre hospitalier-là, il y avait, lui, il a été victime et l'attaque est passée. Mais l'enquête a montré que à peu près entre 10 et 15 centres hospitaliers avaient été visés en même temps. Ce Et jour-là. voilà, ce jour-là ou dans ce délai-là. Donc, c'était une attaque globale sur le système. Malheureusement, pour ce centre hospitalier-là, l'attaque est passée. Les autres ont eu beaucoup moins de dommages. Mais c'était vraiment une attaque d'envergure. Oui, parce que la problématique, c'est qu'il arrive un moment où l'attaque est tellement grave que, comme on a une fermeture des services, il y a forcément une publication dans la Alors, presse et de l'information qui circule sur l'attaque. C'est vrai que c'est des oui, attaques qui oui, ont moins oui. de conséquences, on en entendra moins parler, quoi. Alors, il y a deux choses en vérité, c'est que c'est soit c'est l'attaque qui fait du déni de service, soit aussi en réponse à une attaque, on coupe tout de manière à éviter que l'attaque se propage, hein. Donc, En pour des prévention. mesures, voilà, pour des mesures de sécurité, on a le gros bouton rouge, on appuie dessus et on coupe tout. Et là, ça permet de tout bloquer, de voir ce qui s'est passé, de traiter. Donc, il peut y avoir les deux cas, mais la conséquence est toujours la même, c'est qu'au bout du bout, le système il est arrêté. D'accord. Donc ça, c'est quand même compliqué. Et de ton expérience, enfin, on voit que les établissements de santé évoluent dans leurs usages. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés. Est-ce que c'est un peu un des facteurs de ces problèmes de sécurité, de ces failles? Est-ce qu'on peut avoir un hôpital moderne en termes d'informatique et de système d'information et aussi un hôpital sécurisé ou qu'est-ce qui est possible? Alors oui, oui, évidemment, avoir un hôpital moderne, un hôpital sécurisé, c'est possible. Il suffit juste d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient que maintenant on a de plus en plus donc de nouveaux usages, de nouvelles organisations, hein. Tout le monde est ici autour de la table connaît bien le principe du GHT. Donc ça veut dire des établissements qui se regroupent, qui vont mettre en commun un bout de leur processus et surtout un bout de leur système d'information. Donc ça veut dire que déjà la première règle, c'est qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur les règles et les politiques
politiques de sécurité et les normes de défense et de traitement que l'on va mettre en face. On va retrouver aussi, du coup, de par cette fédération-là, de plus en plus de travail collaboratif, de besoin de mobilité. Voilà, besoin de mobilité dit pouvoir accéder à mon système d'information avec des devices divers et variés depuis des endroits divers et variés aussi. Et donc, il va falloir renforcer aussi la sécurité par rapport à ces nouveaux usages. Alors, on parle de biode, le biode qui est effectivement, tout le monde en parle depuis beaucoup d'années, mais en gros, le principe, c'est que c'est l'utilisateur qui va arriver avec son propre matériel pour pouvoir de la même manière se connecter au système d'information, bien souvent à la messagerie. Par définition, étant donné que c'est du matériel personnel, mais il n'est pas géré par la DSI. Donc, il va falloir quand même traiter et sécuriser le système d'accès. Voilà. Et puis après, de plus en plus d'applications en mode SaaS. D'où Alors, aussi, pour les non-avertis qui pourraient, comme moi, se demander ce que veut dire BIOD, c'est Bring Your Own Device. Donc, chacun amène son propre appareil, son téléphone, sa tablette, et l'utilise dans le cadre de son activité professionnelle, c'est ça? voilà, ça, voilà. Alors, Ok. c'est quelque chose qui avait le vent en poupe. Il y a quelques années, on se disait, c'est l'avenir, c'est fini, les entreprises et les organisations n'achèteront plus du matériel, mais fourniront une dotation et chacun viendra avec voilà, ceux qui n'aiment pas les iPhones, ils prendront des Android ou ce genre de choses-là. Bon, il y a eu, ça c'est un peu moins quand même déployé que ça, mais ça permet de répondre quand même à pas mal d'usages. Donc effectivement, le BIOD, c'est chacun amène son propre système. La dernière ligne est importante aussi, les applications en mode SaaS. Pourquoi? Parce que on vient de le voir, on a de plus en plus d'usages, on a de plus en plus de besoins par les utilisateurs. Et à côté de ça, sur le marché, on a de plus en plus d'applications SaaS qui vont répondre à ces besoins. On prend le cas typique du partage de fichiers où les utilisateurs, globalement, ils vont souscrire d'eux-mêmes, soit gratuitement, soit en sortant leur propre carte bleue, à un système de partage de fichiers qui est en mode SaaS et qui échappe complètement au contrôle de la DSI. Donc, du coup, plus de sécurité, plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup le shadow IT. Et il faut vraiment faire la chasse à ça, identifier si j'ai ce type de flux-là, identifier si j'ai des données qui transitent, aller voir les utilisateurs, voir quel est leur besoin et voir de quels moyens on va être capable d'y répondre, mais par un environnement qui est géré, maîtrisé par la DSI et par l'organisme de sécurité s'il y en a un. Ok. Bon, alors je te vois déjà pointer un petit peu du doigt les utilisateurs, bons ou mauvais utilisateurs qui pourraient avoir des envies de liberté comme ça. Est-ce qu'on peut passer peut-être sur quelques bonnes pratiques vis-à-vis de ces utilisateurs, mais aussi du système d'information de manière plus générale? Oui, alors du moment qu'on parle sécurité, il y a une des premières choses à faire, c'est toute cette analyse qui est là. Donc, petit rappel, vous avez l'icône en haut à droite, on aura l'occasion d'y revenir, mais tout ceci, vous pourrez le retrouver dans notre livre blanc. C'est bien sympa de vouloir mettre en place des systèmes de sécurité, voilà, de pouvoir renforcer, mais il faut faire attention, comme on dit à chaque fois, de ne pas mettre une porte blindée sur un mur en placo-plâtre, quoi. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça veut dire qu'avant de mettre en place des dispositifs de sécurité, il faut avoir travaillé sur alors, ce qu'on appelle de manière très générale une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information, mais c'est en gros avoir analysé un petit peu quels sont les risques et face aux risques qui ont été identifiés, comment se protéger. Est-ce que la protection elle est en cohérence avec mon niveau de risque parce que c'est peut-être pas la peine, toujours pareil, de mettre 36 000 firewalls en point d'entrée si finalement le flux ne passe pas par là, quoi. Donc, toujours faire en sorte que la défense soit en cohérence avec les risques qui ont été identifiés. Et puis se Ok. poser les bonnes questions. Voilà, est-ce que j'ai de la typologie de données? Alors dans le domaine de la santé, on sait qu'on a les données patients qui sont des données dites sensibles, mais j'ai peut-être d'autres données, donc peut-être que ça mérite de la classification et un intérêt pour traiter ces données-là de manière différente. Quels sont les usages? On vient d'en parler dans l'organisation. Et du coup, quelles sont les règles appliquées? Donc, on prend tout ça là, et ensuite, on met tout ça dans un document et on établit nos stratégies de sécurité et nos règles de sécurité. Ça, c'est vraiment la bonne pratique. Oui, c'est même du bon sens, hein. C'est-à-dire que je commence par réfléchir à tout ça, j'écris mes règles, et en Allô? face, oui, allô, allô?
Non, et ça a coupé pendant une seconde, je t'entendais plus, mais du coup, tu disais que c'est même du bon sens, mais enfin, ça paraît simple, j'imagine, de dire, voilà, on va faire une politique de sécurité du système d'information, et voilà, mais au final, c'est quand même la base, il ne faut pas l'oublier, quoi. Oui, parce que c'est en réponse à ça que l'on va définir quels sont les systèmes qui vont nous permettre donc de sécuriser notre SI et quels sont les contrôles qu'on va mettre en place. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je fais pas ça, je vais mettre en place des dispositifs de sécurité, mais je sais pas s'ils vont clairement répondre à mon besoin. Alors oui, je vais mettre un firewall, oui, je vais mettre un antivirus parce que tout le monde le fait. Mais est-ce que ça répond vraiment à ma contrainte et à mes risques? D'accord? Donc, on risque de passer à côté, du coup, de tout un tas de choses et de failles. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment, on part de ça. Alors, analyse de risque, PSSI, des fois, ce sont des grands, voire des gros mots, hein. Une analyse de Et risque, évidemment, on n'est pas justement, obligé de partir sur du EBIOS ou sur un document de 50 000 pages. Il suffit juste, voilà, un petit fichier Excel, des fois, ça suffit grandement. justement, on a une remarque sur le chat et elle est très juste. Ça paraît simple, mais je pense qu'à l'échelle d'une organisation, d'un établissement de santé ou même d'un groupement, c'est pas si simple de tomber d'accord sur cette politique de sécurité. Alors Quel est là, ton retour là-dessus? tu viens de prendre. Il y a deux choses dans la phrase que tu viens de dire. Faire une analyse de risque, oui. Comme je disais, effectivement, on a des méthodes complexes et BIOS et compagnie où on cherche aussi avec les normes de répondre aux normes ISO 27.0 quelque chose. Ça peut être long, ça peut être coûteux, ainsi de suite. Bah, de mon point de Euh, vue, comme tu le dis, là, ça me paraît complexe, hein. Au oui, premier oui, mais abord, comme ça, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. D'accord? ok. Une analyse de risque, c'est on reprend un petit peu les usages. OK, ben, typiquement, j'ai un usage où j'ai des utilisateurs en itinérance. Quels sont les risques pour un utilisateur en itinérance? Ben, c'est éventuellement qu'il se fasse voler son portable, qu'il essaye d'accéder à mon système d'information depuis une chambre d'hôtel. Voilà, donc ça, ce sont des moyens qui peuvent enchaîner un certain nombre de risques. Donc cette analyse-là, ne serait-ce que par une petite discussion et sur les usages, ça va nous permettre déjà d'identifier certaines règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu as prononcée, elle est super importante, c'est se mettre d'accord. Et ça, retour d'expérience, on intervient beaucoup dans les GHT. Et oui, on est avec plusieurs établissements qui vont se regrouper. Entre autres, si on va vers des environnements Office 365, tout le monde va partager le même tenant. Eh bien, il va falloir que tout le monde se mette d'accord sur les politiques de sécurité et les règles à mettre en place. Et ça, franchement, c'est pas évident. Ok. Bon. Donc, cette Mais réflexion c'est à dit que c'est faire, pas si simple et très juste de Monsieur tout à Royer. fait. Merci beaucoup. Mais par contre, On aura peut-être des petites c'est pistes indispensable, c'est la juste base. après. Ok. La deuxième bonne pratique, mais bon, qui n'est pas vraiment une bonne pratique, qui est encore une fois Et oui, de c'est le pointer le fameux doigt utilisateur. malheureusement vers ces humains que sont les utilisateurs. Euh, On dit toujours que si finalement, s'il n'y avait pas les utilisateurs, le système d'information serait top opérationnel et sécurisé. Mais s'il n'y avait pas d'utilisateurs, le système d'information ne servirait pas à grand-chose. Donc oui, effectivement, la principale faille, c'est l'utilisateur. Toutes les attaques que l'on a vues, ce sont les cyberattaques avec, ça démarre, allez, on va dire dans 99% des cas, par du phishing ou du malware. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui a cliqué sur un mail qu'il fallait pas. Ou, pareil, à un autre moment donné, il y a un utilisateur qui a cliqué sur une URL, qui l'a amené vers un lien, et là, ça fait rentrer toute la vague, et après, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut juste bien sensibiliser les utilisateurs, leur expliquer qu'un mail dont vous ne connaissez pas l'expéditeur, vous ne l'ouvrez pas, même si ça semble alléchant, même si dans le sujet, ça pourrait correspondre à quelque chose qui pourrait être de l'activité du métier. Alors, évidemment, encore moins si c'est pour gagner une Porsche Cayenne. Voilà, mais il faut j'ai leur dire, l'impression, Jeff, que tu veux mettre en échec toutes les stratégies marketing au monde, et ça, dans mon corps de métier, c'est difficile à envisager, mais ah, je t'aime j'entends bien, je vais que pas critiquer le marketing, mais c'est vrai que du coup, ça pollue énormément et toutes les attaques partent de là, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut, voilà. Donc, du coup, pour ça, il faut les sensibiliser, nos chers utilisateurs. Donc, les donc, tu voudrais dire sensibiliser, qu'en parallèle de la politique de sécurité dont on va se mettre d'accord avec les différents intervenants, le responsable sécurité, voilà, des gens plutôt techniques, il va falloir aussi mener un peu des campagnes de sensibilisation, comme tu l'as écrit, mais voilà, accompagner les utilisateurs à comprendre
pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire des choses comme ça? C'est parce qu'il y a de vraies failles de sécurité, de vrais enjeux pour l'établissement. Ça? Oui, 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 oui. Et donc, il y a une vraie activité. Alors, ça peut être simplement des petits séminaires de rappel, des petites notes d'information. Il y a de plus en plus de choses sympas qui se font dans les entreprises. Maintenant, on imagine, voilà, il y a des escape games de la sécurité qui se font, qui s'organisent entre midi et deux, 45 minutes, un petit escape game dans une salle de réunion sympa sur la thématique de la sécurité pour sensibiliser. Mais il y a vraiment des règles. Tu vois, enfin, moi, je prends très, très souvent le TGV. Il m'est arrivé, voilà, de voir des gens. Entre autres, ouais, dernièrement, c'était quelqu'un de l'armée, un 5 barrette, qui était en train de travailler sur son ordinateur. Il est parti boire son café. Il n'a même pas mis l'écran de veille sur son ordi, quoi. Donc, il y a quand même des choses, c'est du bon sens. Les gens, ils partent pas de chez eux en laissant la porte ouverte. Eh oui, Ben, c'est que c'est la ça, même chose. ça paraît tellement simple quand on est Voilà. sensibilisé et le risque, c'est d'avoir des utilisateurs qui ne le sont pas et qui ne réalisent pas le danger Voilà. avec des comportements un petit peu comme Donc, celui-là. ouais. Ce que je veux Alors, dire là aussi, c'est que du coup, dans les solutions qui sont proposées par Microsoft, on a des petits outils sympas qui permettent de faire en interne ses propres campagnes de malware, de phishing, d'attaque de mots de passe, de manière à aller voir un petit peu nos utilisateurs, comment ils réagissent par rapport à ça. Donc ça, quand on le mène, c'est assez sympa à faire. On fait un faux mail, on cible, voilà, on envoie sur un panel et on regarde. Les résultats sont assez probants. Donc, du coup, ça permet d'après, d'ailleurs, de savoir où en sont nos utilisateurs et du coup, d'aller faire ces fameuses campagnes. mais très belle transition, Jeff, pour aller vers la suite de la présentation. Donc, prévenir les attaques, réagir et sécuriser les accès. Est-ce qu'on commence tout de suite là-dessus? Oui, oui, oui. Alors, ouais. Donc ça, cette slide, effectivement, alors peut-être qu'elle parle un peu moins on va dire au moins de 20 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, notre cher Jean-Claude, il disait en permanence, il faut être aware, il faut être aware. Et, je dois avouer qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire. Mais dans la sécurité, il faut vraiment utiliser ce précepte, c'est voilà, la notion de être aware, c'est-à-dire qu'il faut être en permanence. Donc là, on parle soit de l'équipe admin système, soit de l'équipe sécurité opérationnelle si vous en avez une, mais de la partie RSSI, ainsi de suite. Il faut être en permanence éveillé, être à l'écoute de ce qui se passe sur son système d'information, de manière à pouvoir contrôler et à détecter les menaces. Il faut bien savoir que en moyenne, on estime que lorsqu'une cyberattaque se produit et qu'une intrusion se produit, on peut s'en rendre compte que 14 mois plus tard. D'accord. Donc ça, c'est un délai moyen. Et ça veut dire que si j'ai pas intercepté le truc au départ, et pendant 14 mois, il va se passer des choses. Et quand vraiment je vais me rendre compte que j'ai été attaqué, ben, finalement, c'est trop tard. Le système, il est devenu pourri. Donc, cette notion d'être aware, d'être vraiment à l'éveil, à l'écoute de ce qui se passe, de son système d'information, finalement, notre ami Jean-Claude avait bien raison déjà de nombreuses années auparavant. Si j'avais su. Et oui, et Donc, oui. du coup, alors juste pour faire un petit point de timekeeper, il est 14h30, il nous reste une demi-heure et je te laisse donc expliquer ce concept qui me fait un petit peu peur de cyber kill chain. La sécurité, ça n'est pas barbare, n'est-ce pas, Jeff? Alors, tu peux cliquer parce qu'il y a encore quelques animations qui vont se lancer, comme ça permettra de tout avoir à l'écran. Alors oui, clairement, faire peur, je suis désolé, mais c'est un peu mon rôle. Du moment qu'on parle de sécurité, on est parano, on imagine tous les scénarios et on part du principe que de toute façon, il y a une porte ouverte. Le tout, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible et surtout, ben, si jamais il y a un passage qui s'ouvre, d'en être informé. Donc, ouais, alors, ce qu'on appelle la cyber kitchen, en gros, c'est le schéma qui est représenté ici. C'est comment ça se passe lorsque j'ai une cyberattaque. Le scénario classique. Et vous voyez que tout ce qui est, là, ce qui est le plus à gauche, ben, on retrouve notre cher utilisateur qui est là. Bien souvent, ça commence par lui. Ça va commencer par lui, par une attaque de type phishing ou hameçonnage. Donc ça, c'est pour faire plaisir à notre cher ami Ambre. Ambre, c'est pour toi. Voilà, donc bien souvent, ça passe par ce type d'attaque-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, globalement, il y a quelque chose qui va s'installer sur le poste de travail de l'utilisateur. Et ce code-là, qu'on appelle un code malveillant, il va s'exécuter et il va faire un certain nombre de choses. Il va peut-être tenter de faire ce qu'on appelle une attaque de type brute force. Bref, il va tenter de faire tout ce qu'il va pouvoir jusqu'à arriver à la compromission d'un compte. Une fois que j'ai réussi à compromettre un compte dans l'entreprise, ben, globalement, j'ai une grosse partie du boulot qui est fait. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je vais tenter ce qu'on appelle un mouvement latéral. C'est-à-dire qu'à partir d'un compte, je vais essayer de
comprendre le système d'information, de trouver quels sont les comptes avec privilèges et d'aller compromettre ces comptes-là. Et là, vous allez voir tout à l'heure qu'en définitive, finalement, c'est assez facile. Une fois que j'ai récupéré mon compte avec privilège, ben c'est fini. Derrière, je peux compromettre le système d'information, je vais accéder aux données sensibles, je vais faire de l'exfiltration de données, je vais faire du déni de service, je vais faire tout un tas de choses diverses et variées en fonction du scénario d'attaque que j'aurai ciblé. Ce qu'il est important quand on parle sécurité, c'est d'être bien conscient de cette cinématique-là et surtout, donc la zone basse de la slide, d'avoir mis en place tous les mécanismes de détection à tous ces niveaux pour être bien informé, toujours être aware de ce qui se passe. Il est important d'être informé dès l'apparition des menaces. Lorsque j'ai une menace, en gros, en termes de sécurité, on parle de menaces, on parle d'alerte, on parle d'événements. Une menace va me générer une alerte. Un ensemble d'alertes, ça va me générer un événement de sécurité qu'il va falloir que je traite. Et il faut être bien informé en amont. Il ne faut pas attendre que l'attaque ait réussi. Une fois que l'attaque a réussi, c'est trop tard, parce qu'après, ça va se diffuser dans le système d'information. Donc, il faut vraiment avoir mis en place les mécanismes de détection en amont. Ok. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que tu C'est comprends très maintenant clair, ce qu'est je une comprends. cyberkitchen? J'ai presque envie d'aller me cacher dans une grotte pour ne rien risquer dans mon système d'information parce que c'est un petit peu inquiétant. Mais je note qu'il y a quand même des moyens de détecter les attaques en cours de route et que du coup, on ne va pas se cacher dans une grotte. Et on va passer à la partie suivante où on réfléchit sur la gestion des identités. Et donc, cette partie-là, et comment est-ce qu'on peut se rassurer sur cette partie-là? Tu sais que je suis pas là pour assurer, hein. Bah, je sais, mais moi Et j'essaye quand oui, même, histoire mais que non, quelqu'un parce que ressorte de ce webinaire en ayant l'impression le que tout est problème, possible. oui, le problème que l'on a, alors tout est possible, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même beaucoup de bon sens, hein. Si on se, voilà, moi, c'est ce que j'appelle le BSP, hein, le bon sens paysan. Voilà, il faut absolument repartir de ces bases-là. Il faut juste savoir que le fondement de la sécurité, ça reste l'identité. C'est vraiment c'est le Graal qu'il faut protéger absolument. Il va falloir sécuriser l'utilisateur. Comme on a dit tout à l'heure, il va falloir les accompagner. On va se rendre compte qu'en définitive, ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le but d'attaquer un système, c'est d'arriver à compromettre les comptes, donc à compromettre les identités. Et pour ça, il va falloir mettre en place tout un tas de choses. Par exemple, voilà, une authentification forte. Mais il va falloir mettre une authentification forte sans décourager les utilisateurs. Il va falloir voilà, mettre, si possible, des mots de passe complexes. Donc, je sais que toi, Lucille, par exemple, tu as une super technique pour avoir des mots de passe complexes, très faciles à retenir. C'est toujours un plaisir de t'aider à élever ton niveau de sécurité avec des petites astuces dont j'ai le secret. Et donc, comment aider ces utilisateurs qui sont comme moi, des newbies de la sécurité, à retenir leur mot de passe avec un niveau de complexité? C'est d'utiliser des phrases en tant que mot de passe. Typiquement, j'adore le webinaire de Progélis. Ça, ce serait un mot de passe absolument fantastique. Et encore plus fantastique si on ajoute une majuscule en début de phrase et un chiffre à la fin, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, alors évidemment, on n'est pas obligé de taper toute la phrase, sinon ça peut paraître un peu long, mais il suffit de taper simplement les premiers mots les premières lettres de chaque mot, de se rajouter une date et puis un petit caractère spécial et du coup, effectivement, on arrive à avoir des mots de passe très complexes et très faciles à retenir. Donc, c'est ça qu'on appelle, par exemple, accompagner les utilisateurs, c'est leur donner un petit peu ces bonnes pratiques qui vont permettre d'élever leur niveau de sécurité. Ensuite, effectivement, donc, on parle des identités, on va revenir tout à l'heure, on va faire un petit focus sur Active Directory, mais il faut absolument augmenter le niveau de sécurité lié aux identités et surtout monitorer et bien contrôler tout ce qui se passe sur les authentifications. C'est quelque chose qui a été quand même un peu laissé, mis de côté depuis quelques années, mais là, il faut vraiment refaire un gros focus là-dessus. Ok. Alors, du coup, la suite qui est plutôt donc sur la sécurisation de ces identités, quelles questions est-ce qu'il faut qu'on se pose dans ce cas-là? Alors, on a de plus en plus de comptes dans le système d'information, voire des personnes qui ont plusieurs profils. Et puis, on a des mouvements aussi à l'intérieur de l'organisation. On a une personne qui avait des privilèges à un moment donné, qui a peut-être changé d'établissement, mais en définitive, son compte, il est toujours là. Donc, globalement, on a besoin assez rapidement et assez, surtout très régulièrement, de faire ce qu'on appelle une revue des identités et des accès. C'est-à-dire bien s'assurer que les personnes ont
le bon niveau de privilège et surtout le niveau de privilège nécessaire et suffisant pour les opérations que la personne a réalisées. Il faut éviter d'avoir trop de privilèges. Globalement, alors ça, effectivement, une des premières choses que l'on regarde lorsqu'on fait nos audits, c'est combien vous avez d'administrateurs globaux. Et là, on se rend compte qu'en définitive, on va se retrouver avec 15, 20, voire plus, des fois 30 administrateurs globaux. On dit, mais pourquoi il y a ces rôles-là? Ah, ben parce qu'il avait besoin d'installer un PC. Alors, attendez, pour installer un PC, il n'y a pas besoin d'être administrateur global. On se retrouve avec des comptes de prestataires qui étaient là il y a 5 ans et qui ont encore ces privilèges. Donc, ça, cette revue-là, donc s'assurer de qui accède à quoi, il faut le faire régulièrement. Et contrôler aussi, toujours pareil, est-ce que le compte en question, il est à risque et est-ce qu'il a été compromis. Il va falloir aussi contrôler depuis où les gens se connectent. Hein, quelqu'un qui travaille à Lyon, qui travaille tous les jours à Lyon, qui n'a pas d'autre intérêt que de travailler à Lyon. Si un jour il se connecte depuis Bordeaux, il faut être informé et ensuite il va falloir se poser la question du pourquoi. Et Voilà. si je me connecte en vacances, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu t'es connecté en vacances. Alors, bon, pour le droit à la déconnexion, c'est pas terrible, mais potentiellement, ce qui va se passer, c'est que l'équipe de sécurité opérationnelle va être informée de ça. Elle va t'appeler en te disant, mais là, on s'est rendu compte que vous vous êtes connecté depuis Bordeaux. Est-ce que c'est normal? Oui, non. Voilà. D'accord. Et Ok. si tu dis Donc oui, ça, oui, c'est c'était bien moi, ben, tout va bien. Mais on a été informé de la connexion. ok. Donc voilà, donc on va se poser un petit peu toute la question sur les identités. On va voir que c'est effectivement un gros focus. Après, on va évidemment se poser la question sur les applications et sur les données. Hein. Alors sur les données, qui est la dernière ligne, on parle de quelles données ont été consultées depuis ce point d'accès. Est-ce que c'était des données qui étaient classifiées? Est-ce que l'action qui a été faite de les partager vers l'extérieur, c'était autorisé? Voilà. Mais tout ça, en définitive, ces questions-là, ce sont des questions qui répondent aux règles qu'on a écrites dans notre fameuse PSSI au début. Ok. Et donc, du coup, sur la partie identité, elles peuvent être locales, elles peuvent être dans le cloud. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Voilà. Donc effectivement, bon, donc on va parler quand même des solutions et des outils des clouds Microsoft, dont entre autres Office 365. Donc petit rappel hein, concernant Office 365, Office 365, ça marche. Tout est basé sur un annuaire qui s'appelle Azure Active Directory, qui est ce qu'on appelle le tenant. Cet annuaire-là, c'est lui qui va contenir toutes les identités pour accéder au service du cloud. Cet annuaire-là, soit les comptes ou les objets peuvent être créés directement dans cet annuaire-là, mais dans la grande majorité des cas, en définitive, c'est une synchronisation des Active Directory locaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, toute la sécurité du cloud, elle part de la sécurisation des domaines Active Directory locaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas perdre de vue. Et on va voir qu'en définitive, ben ouais, l'AD local, ce pauvre AD local qu'on a laissé de côté pendant des années, il faut vraiment, vraiment s'en préoccuper. Ok. Pardon. Donc, du coup, l'Active Directory, tu disais, c'est la base et les identités. Il y a eu pas mal d'attaques en ce moment. C'est assez Voilà, tendance. ah oui, ben, toutes les, bon, évidemment, ce sont des très grosses attaques là, que j'ai mis en bas, hein, et puis c'est des petites structures, hein, Merck, Saint-Gobain, Altran et compagnie, toutes, voilà, donc un ransomware, un malware, ainsi de suite, toutes ont attaqué l'AD. Et parce que l'AD n'était pas sécurisé, derrière, ça s'est répandu. Ça s'est répandu de quelle manière? À gauche, c'est un petit graphe qui montre un outil qu'on utilise quand on fait des audits qui permettent d'identifier quels sont tous les chemins possibles pour aller prendre le contrôle du système d'information. Dernièrement, on a fait cet audit-là dans une organisation, on avait identifié plus de 10 000 chemins possibles. Alors, c'est effrayant, c'est sûr, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en moins d'une semaine, on a réduit à moins d'une centaine. Et D'accord. cette réduction-là, elle s'est faite en appliquant toujours pareil, simplement des règles de base. Voilà. Ces règles de base, typiquement, là, à droite, on parle de ce qu'on appelle le golden ticket. Donc, cette attaque-là, golden ticket, je le fais très, très, très vite. Il me suffit de prendre la main sur un poste de travail, d'accord, de récupérer ce qu'on appelle le ticket Kerberos d'un utilisateur qui s'est connecté sur le poste de travail, et c'est fini. Voilà, je me fais mon propre ticket Kerberos, donc on appelle un golden ticket, et je prends tous les privilèges de cet utilisateur-là. Pour faire ça, ben c'est simple, il suffit que j'arrive sur ce poste-là, sur ce poste de travail. Et il suffit que sur ce poste de travail, j'ai un administrateur qui se soit connecté localement sur la machine, et ben c'est bon, je récupère son ticket. Et pour se prémunir de ça,
Mais déjà, il y a deux règles de base. C'est un administrateur qui a tous les droits sur le système d'information, il ne se connecte pas en tant qu'administrateur sur un poste de travail. Il n'a aucun besoin de faire ça. Pour dépanner un utilisateur, je n'ai pas besoin de me connecter avec l'admin global de mon AD ou de mon tenant. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est si je fais comme pas mal de personnes ont fait depuis des années et des années, je masterise mes postes de travail. Le compte Oui. administrateur local sur cette machine, c'est le même sur tous les systèmes. Et bien souvent, c'est le même compte qui est utilisé depuis 5 ans, voire plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compte-là, globalement, tout le monde le connaît. Une fois que j'ai le compte administrateur local de la machine, je peux faire ce que je veux sur n'importe quelle machine. Je pars du principe que c'est le même compte sur toutes les machines. Donc, du coup, ben, je vais aller cibler mes VIP. Je vais prendre la main à distance sur ces machines-là sans que la personne s'en rende compte et je vais pouvoir faire ce que je veux. Et si, en allant encore plus loin, c'est le même compte administrateur local qui a été utilisé pour masteriser mes serveurs, ben là, je prends le contrôle intégral de mon système d'information. Voilà. Et pour se prémunir de ça, deux règles de base. Un, je ne me connecte jamais en tant qu'administrateur avec tous les droits localement sur une machine. Deux, je dois gérer mon compte administrateur local. Donc, Microsoft fournit un truc qui est gratuit, qui s'appelle LAPS, qui se déploie allez, on va dire en 2 jours grand maximum. Et déjà, là, le Golden Ticket, je peux faire une croix dessus. Okay. Deuxième attaque typique que l'on rencontre aujourd'hui, ce qu'on Alors, appelle je le sais pas DC si, Shadow. je suis désolée, Oui, Jeff, je te coupe un petit peu. On va manquer de temps, je pense, donc peut-être non, pas on va y rentrer arriver. dans le détail sur le DC Shadow et avancer sur la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aimais bien Euh, ma petite image, mais c'est pas grave. S'il y a besoin, ouais, je sais, on mais en là, reparle. il nous reste que 15 minutes et je Voilà. sais que Donc, on c'est parle beaucoup de pas bonnes idéal. pratiques, de bon sens, ainsi de suite. On recommande à tout le monde, de bien lire ce document-là, qui est un document qui est fourni par l'ANSSI. En gros, globalement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour déployer un Active Directory, un contrôleur de domaine, ça prend un quart d'heure. Donc, on se dit, bah, c'est super facile. Voilà. Sauf que, en définitive, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de toucher au cœur même de mon système d'information et de la sécurité de mon système d'information. Donc, globalement, le constat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, ben, les administrateurs système et réseau, ils sont quasiment plus formés à AD. Ils ne sont pas forcément conscients des configurations à appliquer et de quelle manière il faut sécuriser son AD. Donc, en gros, ben, notre AD, c'est un petit peu porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer. Donc, première chose, ce document-là, document fourni par l'ANSSI, voilà, on a des Il est recommandations super. là-dedans. Eh ben, on le met Et on l'a. dans le chat en lien, comme ça, chacun pourra le consulter. Ce sera peut-être plus facile que de retaper l'URL et on invite tout le monde à profiter un petit peu de ces ressources gratuites qui nous sont données par le gouvernement et qui sont assez qualitatives. OK. Alors du coup, sur la suite, Allez, la on passe partie aux outils. gestion Oui. et les outils, je te laisse avancer. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé un petit peu des bonnes pratiques, ainsi de suite, mais je pense que c'est quand même bien, bon, même si on part du principe que tout le monde est un peu sensibilisé à ça, mais voilà, c'était quand même bien de repositionner le contexte et les débats, et surtout de bien voir sur quoi il faut mettre le focus. Donc maintenant, effectivement, on va parler de solutions fournies par Microsoft, donc soit dans Office 365, soit dans EMS, soit potentiellement dans Azure, tout un tas de solutions qu'on va mettre en place. Une des premières choses que l'on va pouvoir mettre en place, c'est ce qu'on appelle le SSO et couplé avec ce qu'on appelle le MFA. Donc le SSO, en gros, c'est je vais faciliter la vie de mes utilisateurs pour faire en sorte qu'en définitive, ils ne s'authentifient qu'une fois. Donc, du coup, en termes de complexité de mots de passe et de système, c'est quand même plus facile à retenir. Et derrière, c'est le système qui va aller après se débrouiller pour obtenir les tickets pour pouvoir accéder à mes applications. De l'authentification forte, donc le MFA. Le MFA, c'est en gros, au lieu de me connecter simplement avec un login password, il va falloir que je rajoute un deuxième élément qui est un élément que je possède. Par exemple, un téléphone ou une clé ou ce genre de choses-là. Je voudrais dire, Jeff, Oui, que d'un côté, on simplifie la vie des utilisateurs et de l'autre oui. côté, on la rend un petit peu plus pénible. Alors, pénible, oui et non. Pourquoi? Parce que du coup, la tendance aujourd'hui, vraiment, on parle de ce qu'on appelle le passwordless. C'est-à-dire que globalement, d'ici quelques temps, on n'aura plus ce fameux mot de passe. Donc, ta super phrase comme quoi tu aimes les pâtes, ben, on n'en aura plus besoin parce qu'on va utiliser des systèmes qui vont nous permettre de s'affranchir de mots de passe. Donc, soit des systèmes de reconnaissance biométrique divers et variés, soit avec des clés avec la nouvelle norme FIDO2. Et du coup, on va vraiment simplifier là la vie de l'utilisateur tout en complexifiant le niveau de sécurité. Donc là, c'est gagné à tout niveau. OK, je passe peut-être sur, enfin, je vais faire peut-être le petit exemple de multifactor,
Donc, il y a Voilà, voilà. ceux qui regardent l'écran, donc on nous demande un code et sur le téléphone, on va aller récupérer le code, confirmer que c'est bien le 62 et du coup, eh ben, on va pouvoir C'est fini. s'authentifier en toute Voilà. sécurité. Il faut juste savoir que ça, là, ça, à mettre en place dans un environnement Office 365, c'est une case à cocher. D'accord? Donc, Ok. super facile à mettre en place, bonne pratique, j'élève mon niveau de sécurité. Côté utilisateur, bah, quoi de plus facile que d'avoir le téléphone et je dis OK, approuvé sur le téléphone et c'est fini, j'ai rien d'autre à faire. Et ça, Oui. ça Donc, fonctionne sur un téléphone de flotte, mais aussi sur des téléphones personnels. il suffit juste d'avoir installé, en l'occurrence, dans l'exemple qui est là, l'application Windows Authenticator et c'est tout. On n'a rien d'autre à faire. Ok, d'accord, super. Bah ouais. Un beau exemple un peu pragmatique Et ça, c'est et gratuit. Hein. C'est important. C'est du moment que vous avez Office 365, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, du moment franchement, que vous avez Office 365, c'est gratuit pour tout le monde, le oui. multifactor authenticator. Voilà. Authenticator, j'arrive pas trop à le dire. C'est pas grave. Donc, du coup, en complément de cette partie authentification, pour gérer et sécuriser les identités, Oui. dis-moi. Alors bon, là, ça c'est un des produits qui fait partie de la suite de sécurité, ce qu'on appelle Azure Active Directory Identity Protection. En gros, là, c'est que ça va me permettre de détecter et d'identifier des utilisateurs à risque et ce qu'on appelle des comportements dits anormaux. Voilà, des comportements à risque. Tout à l'heure, je parlais je me connecte à Bordeaux alors que je suis censé travailler à Lyon. Je m'authentifie depuis une adresse IP qui est identifiée comme étant un risque, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Par rapport à mes fameuses règles de sécurité et mes contrôles que je vais avoir définis dans ma PSSI, mais en face, je vais mettre en place des outils et des moyens de contrôle. Donc, Azure Active Directory Identity Protection me permet de faire facilement ce genre de choses-là. Ok. Ensuite, du coup, on avait d'autres petites slides sur les accès conditionnels. Un mot Voilà, l'accès peut-être? conditionnel, le principe de l'accès conditionnel, c'est que je vais identifier un binôme utilisateur-device et en fonction de ce binôme-là et du point de connexion, je vais définir des règles d'accès. Donc globalement, l'utilisateur, il est bien connu, il s'authentifie depuis un poste géré, depuis le réseau local, ok, il a un accès complet à mon système d'information. Slide suivante, l'utilisateur, il fait partie d'un groupe qui est un groupe dit utilisateur avec pouvoir, donc avec privilège. Il a été identifié, donc pour lui, le MFA, donc l'authentification est requise. Un autre type d'accès conditionnel, c'est l'utilisateur, il fait partie de tous les rôles. Par contre, il se connecte depuis un endroit qui n'est pas connu, avec une config qui n'est pas connue, alors je lui bloque complètement l'accès à mon système d'information. Donc ça, c'est l'accès conditionnel. C'est disponible directement avec Azure AD Premium P1. Voilà, donc c'est soit ça fait partie de la suite EMS, soit on ne fait acquisition dans Office 365 que de cette couche-là, Azure Active Directory Premium P1. Ok. Très facile à mettre Euh, en place aussi. d'accord, mais non, mais ça me paraît simple et puis clair en tout cas. La suite, du coup, sur les menaces avancées, donc ça, c'est plutôt pour Voilà, le oui. ATP, ce qu'on appelle Voilà, plutôt. donc ATP, alors il faut juste savoir si vous recherchez un petit peu donc ATP, donc Advanced Threat Protection. En définitive, il y a trois outils chez Microsoft qui s'appellent ATP. On a Windows 10 Defender ATP qui est sur la partie poste de travail. On a Office 365 ATP qui est sur tout ce qui est phishing, malware. Et on a Azure Active Directory ATP qui est sur la gestion des identités. ATP, c'est les outils qui vont nous permettre de pouvoir détecter tout ce qui s'est passé, de pouvoir faire toutes les investigations. On va s'appuyer sur du machine learning. Là, Microsoft met à disposition de l'équipe de sécurité opérationnelle tout un tas d'outils, tout un tas de tableaux de bord, parce qu'une fois qu'il s'est passé quelque chose, il faut que j'en connaisse et que j'en maîtrise l'étendue. Un malware, il est rentré, quelles sont les boîtes aux lettres qui ont été touchées, quels sont les utilisateurs, sur quel poste de travail ça s'est produit. Voilà. Et tout ça, donc, avec la suite ATP, ça va me permettre de pouvoir, la fameuse cyber kitchen dont je montrais tout à l'heure, la phase détection, je vais être capable de détecter tout ce qui s'est passé, d'en mesurer l'étendue et derrière de pouvoir mettre en place les mesures correctives nécessaires. Ok. Il y a une petite démo, je crois, ou ça, c'est sur la Voilà, plateforme, donc. voilà. Donc ça, cette petite démo, donc là, donc avec Azure Active Directory ATP, par exemple, là, j'identifie ce qu'on appelle une possibilité de mouvement latéral. Donc j'ai Barbara, qui est un utilisateur dit sensible, mais j'ai une information comme quoi Scott, euh, il, il est administrateur local du poste de Barbara, donc potentiellement, il pourrait
prendre la main sur son poste là, faire une attaque de type Golden Ticket, récupérer les identifiants de Barbara et ensuite, s'il était malveillant, pouvoir faire tout un tas de choses à sa place. Donc ça, typiquement, c'est le genre d'informations que je récupère avec les outils de la suite ATP. Ok. Ensuite, rapidement peut-être sur donc Ça, la deuxième, c'est oui, à voir si on le. a le temps. Ouais, non, voilà, c'est ce que je disais. C'est la même chose sur le poste de travail. Il faut bien savoir que je rappelle tout à l'heure Exactement, c'est donc le principe. ATP pour le poste de travail. Voilà, le principe de l'attaque, c'est le phishing, le malware qui rentre. L'utilisateur, il a laissé passer et ça passe où? Sur le poste. Et là, il va se passer des choses sur le poste. Donc, il faut que je sois toujours aware de ce qui se passe sur mes postes en termes de sécurité. Et un des outils, par exemple, c'est Windows Defender ATP, qui fait partie de la suite Windows 10 entreprise. Ok, ensuite du coup la partie mobile, on en a parlé tout à l'heure des devices et des applications. Donc là c'est le sujet plutôt avec Intune. Je te Voilà, laisse donc présenter peut-être. Intune, produit de la gamme de la suite EMS que l'on peut déployer. Alors, pour tous ces outils-là, on n'est pas obligé de couvrir tous les utilisateurs. Hein. On peut se contenter de couvrir des utilisateurs dits à risque ou à privilège. Donc, Intune, en gros, globalement, c'est ce qui va me permettre de protéger le device. Protéger le PC quand il est dans le domaine, ok, je mets un antivirus, je mets ce genre de choses-là, ça va. Mais le device, donc le smartphone, la tablette, ainsi de suite, qui devient vraiment, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée sur le système d'information, il va falloir que je le sécurise. Il va falloir que je garantisse que mes politiques de sécurité sont bien appliquées, que si je perds mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Donc globalement, que je sois capable de réinitialiser mon téléphone à distance. Le problème, c'est que sur le téléphone, je peux avoir du pro, mais je peux avoir du perso. Donc ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, c'est que je pouvais réinitialiser, mais globalement, je supprimais tout ce qu'il y avait sur le téléphone, y compris mes photos de vacances. Ça, un utilisateur, il est prêt à perdre son téléphone, mais ses photos, ça peut être plus compliqué. Donc, du coup, avec Intune, on va être capable de compartimenter le téléphone en deux parties, donc la partie pro, la partie perso. Et en cas de problème de compromission du device, je vais pouvoir resetter uniquement la partie pro si ça correspond toujours pareil à une règle de sécurité que j'ai élaborée. Je vais pouvoir aussi déployer des stratégies, configurer automatiquement mes réseaux Wi-Fi, mes certificats, mes accès au VPN, quel client de messagerie je vais autoriser pour accéder à mon système d'information. Donc tout ça, ça se fait avec Intune, qui est donc ce qu'on appelle le MDM. Hein. Évidemment, nous, c'est celui qu'on préconise. Il y en a d'autres hein, sur le marché. Et l'avantage d'utiliser Intune, c'est que du coup, il va être chaîné avec toutes les autres solutions de sécurité de Microsoft. Ok. J'en profite, Jeff, avant Mmh. qu'on passe à la suite, pour rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'il est possible de poser des questions. Donc, dans le chat sur la droite, n'hésitez pas, hein, on a encore quelques minutes de présentation et ça peut être l'opportunité de répondre à des questions que vous vous posez. On avait aussi une remarque qui nous est arrivée dans l'oreillette par un de nos consultants et enfin, de nos ingénieurs d'affaires. C'est que MFA est particulièrement indiqué pour les médecins en astreinte ou en mobilité pour renforcer le niveau de sécurité pour l'accès à leur récit. C'est vrai que c'est des populations qui sont particulièrement nomades et on peut bien voir l'intérêt pour eux d'avoir ce type de techno. Ouais, et Euh, surtout par rapport à cette population, j'insiste vraiment, c'est très, 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 très simple à mettre en place et à déployer. ok. Sur la gestion des appareils mobiles et des applications, un mot peut-être? Non, c'est tout, enfin, c'est tout ce qu'on vient de dire. Donc, je pense que voilà, on parle du nettoyage, on parle du remote wipe, on parle de tout ça. C'est globalement ça va se faire depuis Microsoft Intune. Ok. Et un autre sujet qui était important aujourd'hui, donc c'est la protection des informations confidentielles. Donc là, on va parler d'une technologie qui s'appelle IDP. Oui. Ouais. Alors, globalement, le risque se calcule avec tout simplement, je multiplie la probabilité par l'impact. D'accord? Donc, la probabilité, c'est est-ce que c'est possible que ça arrive à quelle fréquence? Et l'impact, c'est que si ça se produit, quel est l'impact? Si j'arrive à en mettre un à zéro, zéro fois quelque chose, ça fait zéro. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, je peux avoir du vol de données, je peux avoir de la fuite de données. Par contre, ce que je vais mettre, c'est que l'impact, je vais le réduire à zéro en protégeant mes documents. Et du coup, je vais être avec une solution donc, qui s'appelle Azure Information Protection, qui fait partie de la suite EMS. Je vais être capable de protéger mon document, quel que soit l'endroit où il se trouve, et surtout quel que soit son cycle de vie, y compris une fois qu'il est sorti du système d'information. Pourquoi? Parce que la sécurité, les habilitations, ça va être inséré dans le document, et tout ça, ça va être encrypté. Donc, je vais toujours pouvoir partager avec des personnes de l'extérieur, parce que le mécanisme me le permet. Mais globalement, je prends un fichier, je le sécurise de cette manière-là, je l'envoie par mail. La personne qui le reçoit, elle le prend, elle le télécharge, elle le met sur une clé USB, elle ouvre depuis le PC de la maison. Le document sera toujours sécurisé.
Et si j'ai décidé que 15 jours après, la personne en question n'a plus accès à ce document-là, mais le document qui est sur sa clé USB, il ne sera plus utilisable. D'accord? Donc, j'ai diminué complètement l'impact, réduit à zéro. Donc, du coup, j'ai réduit mon risque à zéro. Ok, pas de souci. Du coup, sur cette partie-là, Alors, effectivement, mettre en place, ça veut dire que je parle de la donnée, je parle de quelles données je vais devoir protéger. Du coup, ça veut dire qu'en amont, j'ai fait de la classification de données. Donc, la classification, là, par contre, effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Ça nécessite toute une démarche, tout un projet avec les différents services, les différents métiers, pouvoir identifier quelles sont les données dites sensibles, pas sensibles, quel niveau de classification. Voilà. Donc là, j'ai un gros travail en amont. Par contre, une fois que c'est fait, avec AIP, je vais être capable de mettre en place des labels et du coup, je vais labelliser mes documents et associé à un label, je vais appliquer mes politiques de sécurité. ok, très bien. Donc, c'est bien pour cette partie. Encore un petit peu d'infos sur Information Protection. Ouais, mais c'est ce que je disais, hein, c'est que du coup, je gère complètement la sécurité de mon document, quel que soit son cycle de vie. Et je vais être, voilà, ce qu'on montre à droite, c'est un exemple de classification des données patients, des données D'accord, finances, des données RH, ainsi de suite. Voilà. ok. Donc ça, c'est donc AIP. Donc ça fait partie de la suite EMS. Voilà. En synthèse, ce qu'il faut Donc, voir, c'est que du moment que je parle sécurité, que je ma politique de sécurité, il faut normalement que je traite tous ces aspects-là. Donc en colonne, il faut que j'aborde tous ces points-là. Il va falloir que je parle de sécurité sur l'identité des accès. Il va falloir que je parle de la sécurité sur les applications, sur le réseau, que je sois capable de mettre en place des mécanismes de détection des menaces et surtout que je mette en place les outils de contrôle. C'est pas la peine de mettre en place des outils de sécurité si j'ai pas derrière des équipes qui sont capables d'en assurer le contrôle et d'aller voir régulièrement ce qui se passe et de traiter les alertes ou les événements. j'avais Ça, c'est pareil, une, c'est la bonne pratique. Oui. une question pour toi. Est-ce que Azure Information Protection est intégré dans l'offre Office 365 ou est-ce que c'est une option supplémentaire? Alors, il y a deux choses. Il y en a une version light qui est dans Office 365 à partir de E3. Donc, ça, c'est pour la licence est nécessaire pour ceux qui ont besoin de sécuriser les documents lors de la production. Pour le lire, j'ai pas besoin de licence. Ok, Donc, dans Office 365 E3, il y a quelque chose qui s'appelle le Unified Labeling, qui me permet déjà de faire pas mal de choses. Mais si je veux avoir la version complète, il faut que j'utilise AIP, qui est dans la suite EMS. d'accord. Et donc, du coup, c'est la suite EMS qui va s'ajouter en plus à Office Oui, 365. Et oui, puis après, si on veut une licence un peu globale, on peut aussi prendre une licence Microsoft 365 qui intègre à la fois Office 365, EMS et la partie poste de travail, c'est ça? tout à fait. Alors, Là, juste toute petite parenthèse, 2 secondes, pas plus sur les licences. Effectivement, on va voir que ce qu'on vous propose derrière, on a des workshops où on parle de tout ça. Et en gros, ce que je viens de faire en 45 minutes, on le fait en une journée, voire plus. Donc, ça permet de bien être dans le détail. Ce qu'on préconise, c'est que les administrateurs, eux, par contre, on les couvre avec les licences de niveau le plus élevé. Ça fait 4-5 licences à acquérir, mais c'est super important parce que du coup, les administrateurs auront tous les outils et tous les tableaux de bord qui leur permettront d'être aware sur la sécurité du SI. Ça, c'est oui, vraiment une parce bonne que pratique du aussi. coup, c'est ça aussi qu'il faut savoir, je pense, Jeff, et bien garder en tête sur la logique de sécurité. Tu l'as dit, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les utilisateurs au même niveau de sécurité ou au même niveau avec les mêmes outils. Et donc ça, en termes de licensing, ça va changer pas mal de choses. On ne Oui. s'imagine pas que demain, on a besoin d'avoir des licences EMS, E5 pour l'intégralité du parc. C'est Alors, peut-être pas il y en a, hein, nécessaire. il y a des environnements où c'est requis, mais parce qu'on a fait l'analyse qui dit qu'effectivement, il faut couvrir tout le monde. Non, à minima, de toute façon, voilà, il faut en avoir 3 ou 4 parce que ça permet de couvrir nos administrateurs. Et il faut savoir que juste avec la licence, ça donne accès à tous les portails qui vont bien, à tous les rapports, ainsi de suite. Donc déjà, ça me permet de maîtriser. C'est ça. En complément de ce que tu disais, il faut savoir que Azure IP donc, est disponible dans le bundle EMS, mais aussi seul via l'accord cadre CIH. Donc, s'il y en Tout a à fait. parmi vous qui êtes adhérents CIH sur l'accord cadre licence Microsoft, c'est possible d'acheter des licences par ce biais à des tarifs préférentiels, évidemment. Pour aller plus loin et finaliser ce petit webinaire, pardon, à peu près dans les délais. Donc, comme le disait Jeff, on propose ce qu'on appelle les security workshops. Donc, c'est des prestations qu'on va venir réaliser chez vous avec l'objectif de comprendre vos besoins et vos objectifs en matière de sécurité, éventuellement identifier les menaces grâce à un petit
logiciel qui s'appelle le Threat Analysis et découvrir et comprendre l'offre Microsoft Security. Donc, c'est assez facile. Si vous êtes déjà utilisateur d'Office 365, on va venir chez vous, installer le threat check, le laisser tourner pendant une quinzaine de jours, puis, en fonction des résultats, pouvoir vous faire un retour sur votre système d'information et comment il fonctionne. Si vous n'êtes pas encore client d'utilisateur et utilisateur d'Office 365, on peut venir et, comme le disait Jeff, passer une journée avec vous à vous présenter en détail. C'est une demande qui avait été faite aussi dans le chat, des solutions de l'offre sécurité Microsoft et donc AIP, MFA, des démonstrations et répondre plus concrètement à vos problématiques puisqu'on prend le temps de discuter avec vous et de voir ce qui vous intéresse aussi sur ces workshops. Donc ça, c'est des workshops qui sont disponibles. Autre chose qu'on peut proposer, et par rapport aux recommandations qui ont été faites sur la partie Active Directory, je vais te laisser présenter cet audit, Jeff. Oui, alors juste, il faut peut-être mentionner aussi que les workshops potentiellement peuvent être financés. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui peut être intéressant. Alors, comme c'est potentiellement, je préfère pas le survendre, mais c'est possible. Voilà. Donc, Voilà. non, mais Donc, il ne ça faut peut pas être hésiter à intéressant. prendre contact avec nous après ce webinaire et on verra les conditions d'éligibilité et si vous pouvez éventuellement bénéficier d'un financement de la part de Microsoft. Oui, donc après, parmi les prestations que l'on propose dans le cadre de la sécurité, ben, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, j'ai bien insisté sur la partie Active Directory, même en local. Ben oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, allez, on va être clair, hein, la plupart des AD que l'on rencontre, ce sont des vrais gruyères. Voire ce sont des AD qui datent peut-être de Windows 1000, hein, qui ont été migrés, ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec des choses, enfin, voilà, des gruyères, des passoires, un peu tout ce que vous voulez. Donc, globalement, voilà, on propose des missions d'audit sur l'AD où on va tout regarder, on va remettre ça en face des bonnes pratiques et on va faire toutes nos préconisations, voire même on va vous proposer automatiquement des petits scripts en PowerShell qui permettent de faire les premiers niveaux de remédiation. Ok. Donc ça, En c'est un type de prestation. complément. Voilà. Ouais, Et pardon. après, on a un certain nombre d'autres, oui, après, on a un certain nombre d'autres types de prestations autour de la sécurité du SI. Alors, oui, évidemment, tout ce qui est déploiement des solutions de sécurité, Office 365, EMS et Azure, parce on a pas eu le temps d'en parler là, mais euh, on a aussi des briques de sécurité qui sont dans Azure, qui sont très pratiques et que l'on peut utiliser. Donc, on peut faire des POC, on peut, voilà, vous accompagner dans la mise en œuvre et surtout l'exploitation de ces solutions-là, parce que elles sont la plupart simples à mettre en œuvre. Par contre, derrière, on récupère beaucoup d'informations et il faut les comprendre et les traiter. On va être aussi capable de vous accompagner. Tout à l'heure, on disait que la base, vraiment, la première chose à faire, c'est ces fameuses écritures de règles de sécurité. Donc, soit élaborer une PSSI, mais au moins entamer une démarche de document qui va permettre de contrôler tout ça. Donc, voilà, on peut vous accompagner pour faire ça. On a parlé des utilisateurs, hein, ces fameux maillons faibles de la sécurité. Mais via notre équipe d'accompagnement au changement, on va travailler avec vous sur les campagnes de sensibilisation, les modes de communication, les différentes animations qu'on peut faire autour du sujet. Et puis aussi, on met en place une PSSI, on met en place des règles, on met en place des outils. Ce qui est intéressant aussi, c'est de manière régulière aller voir si on est conforme par rapport à nos règles de sécurité, voir si la politique elle est toujours d'actualité par rapport aux nouveaux usages. Donc après, mettre en place voilà, des contrôles de conformité, par exemple. Ok, tac, je reprends. En complément, si vous avez trouvé quelques informations qui vous ont intéressé dans ce webinaire, on vient juste de sortir un livre blanc qui s'appelle donc Tout ce qu'il faut savoir pour sécuriser votre SI, votre système d'information. Donc, on a 35 pages environ qui résument thématique par thématique les bonnes pratiques et les solutions Microsoft qui peuvent répondre sur chacune de ces problématiques. Donc, je vous ai mis un petit extrait du sommaire. On vous met aussi le lien de téléchargement dans la conversation. N'hésitez pas, c'est assez dense, mais on peut aussi le télécharger dans l'idée de consulter un point précis. Pas d'obligation de le lire dans son intégralité, mais ce qui est assez agréable sur ce livre blanc, et je l'ai lu à titre personnel, c'est qu'il vulgarise beaucoup, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes, avec des noms parfois barbares, on l'a dit un peu plus tôt, et c'est un bel exemple de vulgarisation, et je pense que une bonne lecture sur tous les chevets des responsables de sécurité informatique de France, n'est-ce pas, Jeff?
Et de Navarre. et de Navarre aussi. Notre prochain webinaire sera sur Microsoft Teams. Merci beaucoup. Belle fin de journée à tous et à très Merci vite. Lucille, à Au bientôt. revoir. Ciao, ciao.